Bien, bonsoir à tous. Pour ce premier conseil municipal donc, de l'année. Voilà, installez-vous. Voilà. On est toujours au mois de janvier, donc à tous ceux que je n'aurais pas vus et à qui je n'aurais pas souhaité de vive voix, tous mes vœux pour cette nouvelle année, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan professionnel, et puis bien sûr en tant qu'élu. Je nous souhaite servir nos concitoyens, donc je nous souhaite de bons travaux dans nos différentes sessions que nous pourrons avoir. Voilà pour 2021. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Damien Le Breton, qui assure donc l'intérim de Monsieur Tanouri en tant que DGS. Peut-être qu'il va vouloir dire un mot. Bonjour. Bonjour à tous, donc Damien Le Breton, voilà, je suis agent du CDG 35 et effectivement je remplace M. Tanouri comme régulièrement les DGS Ville. Enchanté de vous rencontrer. Voilà, et puis j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Dominique Deniol, président du PCC, pour le rapport d'activité de la communauté de communes, accompagné de Madame Hélène Frenel, donc toute nouvelle DGS au sein de la communauté de communes. On va avoir l'occasion donc peut-être d'en dire quelques mots lorsqu'on va procéder donc après avoir procédé dans un premier temps à la nomination d'un secrétaire. Il n'y a pas de pouvoir a priori. On est complet, oui, tout complet. Le secrétaire, je propose donc Madame Sophie Rambino-Pirot, qui accepte. Merci Sophie. Voilà. Et puis on va passer au premier point de l'ordre du jour, donc qui est le rapport d'activité donc de la communauté de communes, le rapport annuel. Donc vous savez que pour assurer les services auprès de nos concitoyens, donc deux entités qui composent le bloc local que sont la commune et la communauté de communes, avec des compétences réparties, chacune en ce qui les concerne, certaines, oui. Lors du jour autorité, on a oublié de voter sur le dernier. On va le faire après le rapport d'activité. Il n'y a eu qu'une prise d'acte. Voilà, c'est ça, oui. Donc, le bloc local donc composé de deux entités, la commune et la communauté de communes, intimement liées et avec des compétences réparties pour rendre l'ensemble des services à nos concitoyens. On verra que beaucoup de ces compétences sont imbriquées entre les deux collectivités, d'où un travail commun nécessaire pour assurer la meilleure efficience à nos Servonnaises et Servonnais. Donc on va faire le tour d'activité, sur l'ensemble des compétences, qu'elles soient des compétences obligatoires, des compétences facultatives, qu'elles soient issues d'une mutualisation aussi, donc certains services mutualisés, tout ce type de compétences et de relations qui assurent le bien-être au quotidien de l'ensemble des habitants. Voilà, donc Dominique, je te laisse la parole pour nous présenter ce rapport d'activité et que l'on commentera sans doute si besoin. Voilà, merci. Voilà, alors bonsoir, je sais pas si ça marche. Non, vous m'entendez? J'appuie sur le bouton. Voilà, 1, 2, c'est bon, ça marche. Voilà, eh bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Donc il y a des nouvelles têtes et des anciennes. Donc écoutez, d'abord, meilleurs vœux à tout le monde, effectivement, Hélène l'a dit. Moi j'ai vu quelques têtes, mais pas tout le monde. Voilà une belle année en espérant que voilà, elle ne soit pas pire que celle qu'on vient de passer. On va pas en dire plus. On croise les doigts. Vous dire qu'effectivement, en tant que président de l'Interco, moi je suis très, très heureux d'être là pour présenter ce rapport d'activité. Alors c'est le rapport d'activité 2019, donc on est toujours en décalage, mais bon, malgré tout, ça permet
de se rencontrer, de faire un point sur cette année d'activité et éventuellement aussi faire part aux questions qui pourraient se poser. Mais on va essayer d'être le plus concis et précis possible. Mais n'hésitez pas surtout à intervenir si vous le souhaitez. Donc effectivement, je suis accompagné pour le rapport d'activité de Hélène Fresnel. Donc Mélanie l'a dit, donc nouvelle directrice générale des services de la communauté de communes. C'est tout récent puisque Paul Le Callennec a choisi de reprendre un nouveau challenge sur le département de la Mayenne. Et donc après une procédure de recrutement, on va dire, où on a sollicité effectivement pas mal on va dire de CV qu'il a fallu regarder de près et accompagner aussi un cabinet extérieur. Donc le recrutement s'est fait dans des conditions complètement transparentes et effectivement, à l'issue de ce recrutement, effectivement, Hélène, qui était directrice adjointe à la communauté de communes, donc avait fait le choix aussi de candidater. Et au final, effectivement, on a fait le choix donc de valoriser la promotion interne du pays de Château-Giron. Et finalement, on s'est dit que on avait peut-être, certainement, sous nos yeux, quelqu'un qui pouvait parfaitement remplir ce poste et un nouveau défi. Donc, Hélène, effectivement, a pris le poste la semaine passée. C'est vraiment du tout récent, exclusivité à Saint-Laurent. Donc voilà. Alors, la communauté de communes, donc on va aller très très vite. Je vous dis, n'hésitez pas à m'interrompre. Je sais qu'il y a des nouveaux élus. Rapidement, donc le territoire du pays de Château-Giron communauté, ce que l'on peut en dire, c'est 26 517 en 2019, donc on est certainement à plus de 27 000 habitants aujourd'hui. 268 associations, 977 entreprises, 8 755 emplois. C'est certainement une caractéristique forte du pays de Château-Giron. C'est un territoire effectivement resserré, puisque aujourd'hui, avec le jeu des communes nouvelles, nous ne sommes plus que 5 entités communales. Un territoire effectivement, je veux dire, spécifique effectivement dans sa taille, puisque 5 communes, c'est effectivement assez peu courant, on va le dire, et il faut le dire, mais 27 000 habitants, on a des intercos, même autour de nous, Valdy-Lobigné, Liffré-Cormier, qui finalement ne sont pas très loin, même si elles sont un peu plus grandes. Donc voilà la spécificité du territoire. Les équipements, je vais passer assez vite parce qu'on va y revenir, mais ce que vous voyez, c'est qu'une carte ici où vous avez des équipements qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Effectivement, Château-Giron, pôle structurant dans le cadre du SCOT, il reprend effectivement pas mal d'équipements, mais vous voyez qu'on a un territoire où les équipements sont répartis sur l'intégralité. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Ensuite, l'intercommunalité, c'est quoi? Mélanie l'a dit, effectivement. Pour faire très simple, c'est une image qu'on prend souvent, mais c'est certainement la meilleure. C'est qu'en fait, c'est de réaliser ensemble ce qu'on ne peut pas faire seul. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, toutes les communes doivent faire partie d'une intercommunalité, donc qu'elles soient communauté de communes, communauté d'agglo ou métropole. C'est la loi qui l'oblige. Donc on a des coopérations entre communes, où on travaille des dossiers qui sont, on va dire, à enjeu important, mais sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, l'urbanisme, vous voyez, mais ça peut aussi concerner le sport ou les mobilités. Et puis on a le niveau d'intégration des intercommunalités existantes au travers notamment de la mutualisation, Mélanie en a parlé, des compétences, mais aussi des ressources financières et des services administratifs. Donc voilà, rappelez que la communauté de communes pour les nouveaux élus, c'est en gros une cinquantaine d'agents qui sont répartis sur l'ensemble des services qu'on va voir. Donc comment ça fonctionne une interco? C'est un conseil communautaire que vous connaissez, 32 membres. Le conseil communautaire, il est effectivement composé par rapport à la population des communes, et donc il doit rassembler l'ensemble des communes avec après des répartitions de sièges par rapport à la population. Donc nous, on a fait le choix d'avoir un bureau qui est composé du président et des vice-présidents. Donc en gros, c'est les maires qui forment le bureau communautaire. Et effectivement, les vice-présidents vont avoir en charge des thématiques qu'on va dérouler. Et puis on s'appuie sur un travail de commission, et des commissions qui sont composées sur ce mandat-là de conseillers communautaires, mais aussi de conseillers municipaux
puisque ça a été un choix du bureau et de la nouvelle équipe, d'essayer d'ouvrir aussi auprès des conseillers municipaux les commissions communautaires. Donc les compétences, vous allez voir que effectivement on intervient quand même dans la majeure partie des points qui concernent les communes. Donc le développement économique, ça c'est de par la loi. Effectivement, là, l'économie doit se raisonner à l'échelle de l'intercommunalité. Ensuite, on a des thématiques comme l'habitat et l'urbanisme, le sport et les loisirs, le tourisme, l'action solidaire, l'environnement, la mobilité et la culture. Donc voilà, je passe assez rapidement là-dessus, hein, vous avez le support, mais qui montre en fait que les compétences de la communauté de communes sont très imbriquées avec les compétences des communes, puisque vous retrouvez ces thématiques-là à l'échelle communale. Mais ce qui est clair maintenant, c'est qu'effectivement, on va le voir plus tard, mais il y a de plus en plus de sujets qui font partie des préoccupations locales qui se traitent à l'échelle de l'intercommunalité. Hein. Donc bien sûr, eh bien pour fonctionner, une intercommunalité, elle a un budget, donc elle a une fiscalité qui est basée sur des ressources, une fiscalité propre, donc avec une imposition assise sur les entreprises et les ménages. Alors il faut savoir que sur le pays de Château-Giron, en 2019, 84% des recettes provenaient de cette fiscalité. Donc ce qui montre bien que les intercos sont quand même très liés au territoire et à l'impôt qui est soulevé sur le territoire. Les dotations de l'État sur une interco comme la nôtre ne représentent, je dirais, plus que 9% des recettes. Donc plus ça va, plus ça baisse. Vous le verrez tout à l'heure, on a un petit graphique qui est très évocateur. Donc il y a des dotations qui sont d'État mais qui ne sont pas en augmentation. Et puis le reste des recettes, c'est des recettes qui sont liées au fonctionnement et au service de la communauté de communes pour 7%. C'est vrai que ce qu'il faut retenir sur ce budget 2019, 65% des impôts d'une interco, ça vient des entreprises, 35% ça vient des ménages. Donc ça c'est un chiffre qu'il faut avoir à l'esprit puisque c'est un peu le moteur de notre budget. Alors, les commissions, pardon, si on passe rapidement. Donc sur ce mandat, on a choisi de revoir un petit peu l'organisation des commissions et aujourd'hui on a des commissions, donc une commission qui tourne autour de l'eau. C'est un sujet qu'on a décidé de prendre autour d'une thématique. Donc on s'occupe dans cette commission bien, de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des risques d'inondation, c'est la fameuse GEMAPI. Ça, c'est une compétence qui est effectivement importante et obligatoire. On a la politique de l'eau, donc sur la distribution et la qualité de l'eau. Et on a le travail avec les syndicats bassins versants, on en parlera de mots, mais là aussi, des syndicats de production, de traitement, de bassins versants. Donc vous voyez que l'eau, aujourd'hui, c'est un enjeu central. Sur ce mandat, on l'a voulu comme ça, parce que, effectivement, aussi bien les thématiques qui tournent autour de la qualité de l'eau que de l'approvisionnement en eau vont devenir et sont sur le territoire, qui n'est pas spécifique au pays de Château-Giron, mais sur le territoire de l'île-et-Vilaine, un secteur extrêmement tendu et difficile, puisque on est à la fois sur des problématiques de volume, puisqu'on a un département qui est très peuplé, et un département aussi extrêmement dynamique, avec des entreprises qui ont des gros besoins en eau. Voilà, on va pas débattre ça ce soir, mais c'est effectivement un enjeu majeur, et puis un enjeu en plus, vous voyez que les intercos, on va travailler avec une autre échelle, c'est-à-dire que l'eau, on va retransférer nos compétences à des syndicats qui travaillent sur des périmètres beaucoup plus larges, puisque l'eau ne s'arrête pas au périmètre de l'EPCI. Donc on avait historiquement deux syndicats sur le pays de Château-Giron, par exemple le syndicat de Rivière qui était le syndicat de la Sèche et le syndicat de la Vilaine d'Amont. Tout ça, ça a évolué et donc l'organisation future va faire qu'on va travailler sur un périmètre beaucoup plus grand qui va être le périmètre de l'EPTB Vilaine. Donc là, ça va partir en gros du Morbihan
limite Loire-Atlantique pour remonter jusqu'à chez nous et au-dessus, donc vous voyez des périmètres beaucoup plus grands, mais qui sont des logiques de bassin et des logiques aussi qui vont permettre une mutualisation des ressources. C'est-à-dire que la métropole, par exemple, qui aujourd'hui, effectivement, a beaucoup de population, va se trouver de fait dans ces syndicats et va aussi augmenter ses contributions. Enfin, on aura peut-être l'occasion d'en reparler parce que c'est des sujets éminemment importants. Voilà. Autrement, on a une commission sport. Donc, le sport, donc même si le sport reste une compétence communale, la communauté de communes intervient sur la gestion de certains équipements. Donc, on a la piscine Inoxia, par exemple, le pôle tennis, et on aura d'ici peu une salle intercommunale de sport, dotée d'un mur d'escalade de niveau régional, et puis d'une accessibilité PMR, au-delà de PMR, mais c'est du accessibilité handisport, puisqu'elle a été construite pour recevoir du handisport, et puis une capacité à recevoir du public, puisque c'est une salle qui aura 500 places. Voilà, donc ça c'est un projet qui est issu d'une réflexion des derniers mandats sur, en fait c'est la salle que personne sur le territoire ne pouvait se payer seul, et qu'en fait on a décidé de faire ensemble à l'échelle du pays de Châteaugiron. Ce sera livré à Noyal, on espère au printemps de cette année, dans le premier semestre. Voilà, et puis on a aussi un équipement qui est un équipement de tir à l'arc qui va être construit aussi à proximité du pôle tennis, qui est un équipement qui est porté par la communauté de communes et la commune de Donloup, où là on est dans le cadre des disciplines spécifiques et sur lequel on a trouvé des accords pour travailler. Et donc sur le sport, on intervient sur l'animation des événements sportifs et l'accompagnement des associations du territoire. Donc en fait, la communauté de communes, c'est un service ressources aussi pour les communes et un accompagnement sur leur politique sportive en général. Si on a commencé par ces thématiques-là, c'est pas parce que c'est moi qui les anime, mais bon, c'est pour ça qu'elles sont regroupées, il n'y a pas vraiment de logique, donc c'est moi qui en ai la responsabilité et l'animation. Ensuite, on a les commissions développement économique. Donc là, je passe assez rapidement, c'est quelque chose que l'on connaît assez bien. C'est donc la communauté de communes qui gère les zones d'activité et l'accompagnement aux entreprises. On travaille aussi sur l'emploi et l'agriculture. Donc ça, c'est des grandes thématiques. C'est une compétence effectivement communautaire. Donc ici à Cervon, vous êtes bien placé pour le savoir. On s'occupe des zones existantes, on s'occupe du développement économique. Je vous disais tout à l'heure, même si on ne doit pas tout axer là-dessus, vous avez compris que dans les ressources, c'est des enjeux importants. On se doit d'accompagner les entreprises qui sont sur place. C'est pour ça qu'on a mis en place des dossiers, notamment comme le marché global de performance, qui consiste à remettre à niveau et à entretenir les zones d'activité existantes. C'est des gros marchés d'investissement qui sont gérés effectivement par la communauté de communes. Donc on a de l'aménagement et de l'entretien des zones, c'est le nerf de notre investissement. Et puis après, il faut accompagner les entreprises dans leurs projets de développement. On a un espace coworking et on a aussi 5 conseillères au point accueil emploi qui accompagnent à la fois les chercheurs d'emploi mais aussi les chefs d'entreprise et qui font le relais en fait entre le PAE et les services de Pôle emploi qui sont au niveau Rennes-Est. Autre thématique dans les commissions, on a le numérique. Alors le numérique, effectivement, c'est le déploiement du très haut débit, parce que même si on n'est pas chef de file en la matière, on finance à hauteur de environ plus de 500 000 € tous les ans le déploiement de la fibre. On travaille aussi sur les usages du numérique et sur la mutualisation informatique. À la communauté de communes, on a aujourd'hui 3 personnes qui sont sur les services informatiques et qui travaillent avec les communes pour, on va dire, c'est des domaines très variés, ça peut aller des écoles aux serveurs des mairies, aux problématiques de sécurité informatique. Enfin, on a des gens qui accompagnent effectivement les communes dans toutes ces thématiques-là. Donc le numérique, je ne vais pas passer tous les thèmes en vue, mais vous voyez, une thématique très large, mais on voit bien que c'est une thématique qui prend de plus en plus de place parce que le numérique et la dématérialisation, en général, prennent de plus en plus en place dans nos communes. Donc 2 commissions qui sont
animé par Maria Muret-Baudouin, qui est maire de Noyal, qui anime ces commissions-là. Ensuite, on a les commissions autour de l'habitat et l'urbanisme. Donc, l'habitat et l'urbanisme, donc c'est l'instruction du droit des sols, les programmes locaux de l'habitat, la problématique du logement social, les points info, rénovation, habitat. Donc vous voyez concrètement, là aussi, il y a un enjeu important sur l'habitat, parce qu'il y a des règles qu'il faut définir, donc des programmes locaux de l'habitat. Il y a aussi l'accompagnement, la rénovation de l'habitat. C'est une thématique qui est très large, l'instruction du droit des sols, puisqu'on a fait le choix d'avoir l'instruction du droit des sols au niveau du pays Château-Giron Communauté, hein, parce que l'État qui le faisait, qui ne le fait plus, avait demandé à ce qu'on se réorganise, et nous, au niveau du pays Château-Giron, on a aujourd'hui 3 personnes qui travaillent sur l'instruction des pays, des permis de construire de l'ensemble du pays de Château-Giron. Donc là aussi, c'est quelque chose qui nous permet d'être assez réactifs et d'être à l'écoute et à l'accompagnement des projets du territoire. On a la petite enfance, l'action sociale. Alors là, la petite enfance 0-3 ans, donc la communauté de communes a la compétence, elle l'a prise, c'est un choix des élus depuis plusieurs années. Donc là, on gère aujourd'hui concrètement des équipements petite enfance 0-3 ans. Donc on a 2 crèches, une à Château-Giron, une à Noyal, qui ont à peu près 35 places chacune, donc 70 places d'accueil pour la petite enfance, en accueil collectif, libellule et coccinelle. Mais on a aussi les relations avec la participation au financement des espaces jeux. Donc il y en a 5 sur le territoire, dont à Cervon, il y en a un dans toutes les communes aujourd'hui. Et on a des relations aussi avec les associations d'assistantes maternelles. On organise des manifestations autour de la petite enfance, l'accompagnement des parents, le soutien financier avec alors ça, les ADMR et les clics, c'est sur la partie sociale. On a un partenariat fort avec, on a construit, on a encore des projets sur l'épicerie sociale qu'il y a sur le pays de Château-Giron, et des relations avec les CCAS, puisqu'on a décidé d'avoir une animation des CCAS et une mise en réseau de nos CCAS locaux. Donc là aussi, sur ces actions-là, on essaye, alors sur la petite enfance, on a mis en place un point d'information petite enfance qui sont aujourd'hui, qu'on a 2 personnes qui sont capables de répondre à toutes les questions autour de la petite enfance, que ce soit sur l'accueil collectif ou l'accueil individuel, puisqu'on n'est pas là pour orienter plus vers un système qu'un autre, mais on a aujourd'hui nos 2 crèches. Il y a après des initiatives de micro-crèches, je crois qu'il y en a 5 maintenant sur le territoire. Il y a après les assistantes maternelles, et il y aura les assistantes maternelles. L'objectif, nous, c'est de les accompagner au mieux. Et on était encore en commission hier soir sur ces réflexions, puisqu'on sait qu'on est un territoire qui a la chance d'avoir une dynamique intéressante, mais on a des demandes aussi sur ces sujets-là, qui seront à traiter au cours du mandat. Voilà. Et sur la partie sociale, donc on n'a pas la compétence, puisque la compétence sociale, c'est le département en fait qui gère. Et le travail de l'intercommunalité, en fait, c'est vraiment un travail de réseau. C'est-à-dire qu'on s'appuie souvent sur les CCAS des communes et toute la problématique sociale qu'il y a au niveau des communes. Et on essaye de faire le pont avec le département, entre autres. Et puis, sur certains sujets, je vous ai parlé de l'épicerie sociale aussi, peut-être prendre le relais sur certains sujets quand on estime que, voilà, sur le territoire, il y a des besoins. Donc là aussi, de l'action importante. Donc ces 2 commissions sont animées par Jackie Le Chab, en fait, le maire de Donly. Ensuite, dans les commissions, on a une commission autour des finances, bien sûr, puisque il faut animer tout ça. Donc on a la partie budgétaire, on a la notion du pacte financier, donc qui lie les communes à l'intercommunalité, j'y reviendrai après. C'est un nerf de la guerre, hein, puisque c'est la relation financière commune interco. Les fonds de concours, donc c'est l'accompagnement de la communauté de communes sur les projets communaux, et le versement des subventions aux diverses associations du territoire. La culture et le tourisme aussi, c'est une compétence sur laquelle on intervient. Donc, le gros des sujets, c'est donc nos écoles de musique, 2 écoles de musique, un Paul Leflemme et l'AEHV à Noyal. 2 écoles associatives, mais sur lesquelles on a des relations financières et des relations importantes.
On a nos réseaux de médiathèques, donc ça, avec aujourd'hui plus de médiathèques qu'il y a de communes maintenant, puisqu'on a 7 médiathèques sur le territoire, avec un réseau qui fonctionne relativement bien et qui est très dynamique. Donc sur Cervon, on suit aussi les projets de la construction de médiathèques et tout ce qui va derrière. Et on organise des événements et puis on a choisi de faire la promotion du tourisme en s'appuyant en fait sur un office du tourisme intercommunal, qui est une association qui gère cet office de tourisme-là, mais là aussi la communauté de communes met à disposition notamment une directrice et prend en charge l'intégralité des salaires de l'office de tourisme, mais avec une vision intercommunale et puis une vision élargie. Pourquoi une association? Parce que ça permet d'élargir les échanges et notamment ne pas se retrouver qu'entre élus pour gérer ces sujets-là. C'est un peu l'avantage de l'association et de l'office de tourisme qui gère tout ça. Ces deux commissions sont animées par Yves Renaud, le maire de Château-Giron. Enfin, commission mobilité, donc un sujet qu'on a aussi, un sujet central, on a choisi de vraiment mettre une thématique sur ce sujet-là, parce que les mobilités aujourd'hui sur un territoire comme le nôtre, c'est un sujet très prégnant, on le sait bien, on a fait beaucoup, on va dire, d'analyses et d'études, on a participé, on a travaillé en partenariat avec les territoires voisins sur le dernier mandat. Je pense que sur ce mandat-là, on va avoir vraiment des actions concrètes qui sortent, mais les mobilités, ça part, on va dire, des déplacements doux, des déplacements à pied, des déplacements vélo. Ça part aussi effectivement sur les notions de covoiturage, sur les notions de transport en commun, le train, le bus, les covoiturages, le coworking, le télétravail. Enfin, en fait, les mobilités, c'est très très transversal. C'est un sujet alors qui est fondamental parce qu'on sait qu'on a une attente forte du territoire et des habitants du territoire. Les solutions ne sont pas simples. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que effectivement, et avec Melaine, on suit ça de très près, c'est qu'on voit un virage très important sur le périmètre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les territoires voisins, et notamment la métropole, ont vraiment intégré le fait qu'ils ne vont pas régler les problèmes de mobilité tout seuls. Ils sont obligés de travailler avec les territoires voisins. Mais avant, nous, on en était persuadés, eux, un peu moins. Maintenant, les choses ont bien évolué et je pense que, objectivement, aujourd'hui, on travaille sur ces sujets-là avec, que ce soit la métropole, que ce soit la région, bien sûr l'Interco, mais on voit bien qu'il faut qu'on travaille ensemble pour apporter des solutions, parce qu'ici à Cervon, par exemple, vous avez la chance d'avoir une gare et d'avoir le train, qui est géré par la région, voilà, mais la région gère aussi le bus qui part de Cervon, je crois, pour aller vers Rennes, et il le gère sur l'intégralité du territoire. Donc la région gère tous les transports en commun, donc il va y avoir des gros sujets, et les gens qui sont dans la commission mobilité le savent, des gros sujets sur ces thématiques-là. Mais je suis, alors de naturel, assez optimiste, mais je pense que sur ce monde-là, on va vraiment voir des choses bouger. Et je pense que c'est un sujet important, parce qu'il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on va pouvoir faire, parce que la loi va changer. Donc là aussi, on pourra en parler pendant des heures, mais je pense que c'est pour ça qu'on a choisi d'ailleurs de créer une thématique mobilité spécifique. L'environnement. Alors l'environnement, aussi, sujet central majeur, puisque là, on est attendu sur ces sujets-là. Alors l'environnement, c'est très transversal, c'est-à-dire qu'on va le retrouver dans toutes les politiques, mais on a choisi quand même de garder cette thématique au travers d'une commission. Alors on a des documents obligatoires, comme les plans climat, air, énergie territoriaux, qui sont à mettre en place, qui sont travaillés. On a les questions autour de l'assainissement, de la gestion des déchets, des espaces naturels, de la biodiversité. Donc on voit bien qu'on a des vrais sujets au niveau de l'intercommunalité. On sait que là-dessus, on est attendu. Donc on va travailler sans doute en faisant bouger les lignes. Mais comme je le disais, on sait bien que ces sujets-là sont transversaux et qu'on va les retrouver dans toutes nos politiques. Donc, c'est donc Melaine qui a été du beau bébé, on va dire, parce que l'environnement et les mobilités, ça occupe, mais j'ai pas parlé, il y a aussi les relations avec le SMICTOM sur la gestion des déchets, il y a pas mal de choses qui sont là-dessus. Donc voilà, rapidement, les commissions, donc ça nous fait prendre pas mal d'informations. De toute façon,
sur toutes ces thématiques-là, je vous dis, bon, vous avez des élus dans vos communes qui sont effectivement impliqués, alors tout le monde ne peut pas y être. Il ne faut pas hésiter à interroger, hein, les services de l'Interco sont aussi là pour répondre aux questions. Il faut vraiment, sur toutes les thématiques, pas hésiter à nous interroger. Alors juste, ce qu'on a fait aussi sur ce mandat-là, c'est qu'on a choisi sur certaines thématiques de prendre certains sujets à plusieurs et donc de nommer des conseillers délégués pour nous aider à suivre des dossiers, parce que je peux vous dire que les dossiers, c'est un peu compliqué. Donc il y a un conseiller délégué sur l'eau qui travaille avec moi, c'est Jean-Claude Beline, qui est élu à Château-Giron. Pierre-Yves Tandvet de Noyal-sur-Vilaine, donc accompagne Bologne sur les thématiques du plan climat et énergie territoriale, parce que là aussi, il y a énormément de sollicitations, de réunions et de sujets à traiter. Et puis Sylviane Guillot de Donlou accompagne Jackie Le Chap sur la thématique de la solidarité et de la petite enfance. Donc voilà, c'est un choix qui a été fait, c'est 3 conseillers délégués qui en fait nous épaulent sur ces sujets-là. Voilà rapidement. Alors, si on va passer sur le budget, donc je rappelle c'est le budget 2019, donc un budget de l'Interco c'est à peu près 18,9 millions, enfin c'est pas à peu près, c'est 18,9 millions d'euros, un peu plus de 13 millions en fonctionnement et 5,8 millions en investissement pour l'année 2019. Alors le budget d'une Interco, en fait, vous avez, sur 2019, on avait 15 581 229 de recettes, 13 093 473 de dépenses. Alors, je ne sais pas si on a l'évolution de nos recettes, mais ce que je vous disais, ce qui est très clair sur les recettes, c'est ce que je vous disais en début de présentation, on a de plus en plus des recettes qui reposent sur nos ressources, c'est-à-dire nos impôts. 84%, il faut savoir qu'en 2015, on était à 79%. Vous voyez, de 2015 à 2019, on est passé de 79 à 84, donc en gros, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Sur nos dépenses, bon, c'est un petit peu comme dans les communes, hein, on trouve des charges à caractère général, des charges de personnel, charges courantes, on a très peu de charges financières, on le verra tout à l'heure, et puis autrement, ben, on reverse aux communes un certain nombre de dotations, on le verra tout à l'heure. Il y a un petit bug technique à l'écran, bon, alors on va essayer de le retrouver, mais je continue, et on a voilà, des reversements. Alors, recettes fiscales, à peu près 9 956 534, je vous disais, sur les recettes de fonctionnement. Et je vous ai dit tout à l'heure, à peu près 66% qui viennent des entreprises, 34% des ménages. Ce qui est important, si on retrouvait la petite présentation, c'est qu'en fait, c'est l'évolution de nos recettes depuis 2012. Il faut savoir que les recettes fiscales depuis 2012, je vous dis, on était à 6,85%. Et on arrive à quasiment 10% l'évolution de nos recettes fiscales. On est sur un territoire dynamique et on a cette chance d'avoir, voilà, ce petit graphique que vous avez en bas, on a la chance d'avoir effectivement des recettes fiscales, un territoire dynamique, donc qui nous permet globalement d'avoir des recettes en augmentation permanente. Ce n'est pas le cas dans tous les territoires. Il faut reconnaître que sur le pays de Château-Giron, la dynamique de population et l'accueil des entreprises eh bien, nous permet d'avoir cette évolution de recettes fiscales. Les investissements, ben vous voyez qu'en gros, les reversements, ben c'est d'un côté les subventions communes pour un tiers, hein, enfin un petit tiers, 29,4%, et 61% des investissements pour cette année 2019, c'est essentiellement les équipements communautaires. Donc il y avait sans doute la construction de l'équipement, mais vous voyez qu'en gros, les investissements représentent subventions communes, équipements communautaires, c'est la majorité de ce que l'on met. Donc on a une dette, alors à l'Interco, une dette à peu près à 2 millions d'euros. Donc on va voir que effectivement la capacité de désendettement de la communauté de communes est très courte, 0,8 années de désendettement. Ça fait rêver plus d'un adjoint aux finances de la maire. Mais c'est à relativiser, je le dis tous les ans, c'est pas les mêmes budgets. Il faut savoir que c'est le budget, là on ne parle que du budget principal. Par contre, on ne parle pas des budgets annexes, vous les avez à côté.
Il faut savoir que les budgets annexes, notamment les zones d'activité, c'est plus de 3 millions apportés, en bâtiment 754, et un petit budget sur les panneaux photovoltaïques, puisqu'il y en a sur la plateforme bois, et on doit avoir un budget annexe 4 millions. Mais relativiser, vous allez voir tout à l'heure que les choses peuvent aller très vite. C'est vrai qu'il y a très peu d'endettement, mais par contre, dans l'endettement, on n'a pas les budgets annexes, et qui sont notamment la grosse part autour des projets de zones d'activité. Et les zones d'activité, on est rarement sur des budgets excédentaires. C'est normal, c'est comme ça. Alors quand après vous devez monter des projets, il vaut mieux avoir un peu de capacité à investir, sinon ce serait compliqué. Alors, la solidarité intercommunale, effectivement, 4 647 843 qui sont reversés aux communes, soit 177,7 € par habitant. C'est 46,7% des recettes fiscales. Donc vous voyez qu'il y a de l'investissement. Donc c'est des fonds de concours essentiellement qui sont reversés. Et puis vous avez la dotation de solidarité et l'attribution de compensation. On va y revenir tout à l'heure. Donc 31,8 € par habitant de dotation de solidarité et 80,20 € par habitant d'attribution de compensation. Alors, il y a un petit graphique qui suit et qui vous montre les tendances. L'évolution des reversements aux communes entre 2014 et 2019. Donc vous allez dire, c'est pas bon signe, ça baisse. Mais il y a des explications. En haut, en vert, c'est l'attribution de compensation. En fait, au milieu, vous avez la notion des fonds de concours. Donc là, vous voyez que les fonds de concours, ça varie parce qu'en fait, les communes ont des projets qui ne se tombent pas forcément au même moment. Donc, les fonds de concours, les reversements communes peuvent bouger. Et puis, vous avez la dotation de solidarité communautaire. Donc, la baisse de la dotation de solidarité communautaire, elle s'explique parce que par la prise en charge de certaines dépenses faisant l'objet d'un remboursement au travers de la dotation de solidarité. Il faut savoir que par exemple, on a fait le choix d'investir dans des TNI, c'est le budget 2019, mais c'est des tableaux numériques dans les écoles. C'est la communauté de communes qui l'a fait, et en fait, c'est le remboursement au travers de la DSC qui intervient. Et dans certaines communes, sur les budgets, il y avait aussi l'entretien des bourgs, notamment pour Rossé, mais c'est terminé, mais il y a encore Piré-Chancé, qui faisait entretenir ces bourgs par les services de la communauté de communes. Et la baisse de l'attribution de compensation, ça s'explique par le transfert des EDA, donc à Cerveau, vous l'avez vécu en 2017, et puis le transfert aussi de la GEMAPI en 2020, puisque c'est certains services, la gestion des milieux aquatiques, c'était les communes qui géraient ça avant, et ils ont transféré à la communauté de communes ces dossiers-là, donc ce qui explique les légères baisses. Parce qu'en fait, le principe de l'attribution de compensation, vous avez ce petit texte-là qui rappelle que l'attribution de compensation avait pour objectif de neutraliser l'impact pour les communes de la mise en place de la taxe professionnelle unique en compensant le produit perdu par la taxe professionnelle tout en prenant en compte des économies de charges effectuées au fait des transferts de compétences. Ça, c'est une mécanique qui est gérée par l'État. Il faut l'avoir en tête. Donc, l'attribution de compensation, c'était le principe, vous savez, quand il y a eu suppression d'ATP, de ramener un versement. Si vous regardez rapidement une petite carte qui suit, c'est le comparatif avec les autres PCI. Vous voyez que le pays de Châteaugiron est en troisième position avec 82 € par habitant. Donc, mis à part la Côte d'Émeraude qui est assez spécifique à 247, mais finalement, on est plutôt dans le haut du tableau de nos voisins, que ce soit Liffré-Cormier ou Saint-Le-Grand, pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça, c'est sur la notion attribution de compensation. Ensuite, vous avez la dotation de solidarité communautaire. Donc là, le principe, c'est le versement d'une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de répartition entre les bénéficiaires sont fixés par le conseil communautaire. Donc il faut savoir qu'elle est facultative. Les règles sont facultatives. Le montant fixé librement par le PCI doit comporter prioritairement l'importance de la population et le potentiel fiscal ou financier par habitant. Ça, c'est la règle. Et afin de renforcer la solidarité pour le financement des services municipaux, le pays de Châteaugiron avait intégré les critères suivants: la population 3-16 ans des communes, le logement social et le linéaire de voirie. Ça, c'est des critères qui ont été intégrés pour calculer en fait le reversement en commune. C'était un choix. Et donc on verra que pourquoi on insiste un petit peu là-dessus.
quand vous aurez le temps, vous pourrez reprendre ça à proposer, c'est parce qu'en fait, on va rediscuter de notre pacte financier et c'est des critères qu'on va pouvoir bouger. Il y a ce que la loi va nous obliger de prendre en compte, donc il y aura des nouveaux critères qui sont imposés par la loi, et il y aura une possibilité de bouger certaines choses pour le reversement de cette dotation. Juste pour info, savoir que là aussi, si on se compare avec les autres PCI, on se rend compte que le pays de Château-Giron, eh bien, là aussi, est plutôt en haut de tableau pour la dotation de solidarité communautaire avec 34 € par habitant. Et enfin, juste vous parler du dernier critère qui impacte beaucoup nos budgets, c'est le fameux FPIC, c'est le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ça, c'est aussi une règle fixée par l'État, c'est-à-dire que l'État a dit que les territoires ne sont pas forcément identiques, on va créer une péréquation pour rétablir un peu les richesses au niveau national. Alors, c'est un calcul qui a été très savant parce qu'ils n'ont même pas réussi à trouver au bout d'un moment sur quelle base ils s'étaient fixés. Mais ce qu'on a su, c'est qu'à la communauté de communes, en fait, ça a été mis en place en 2012. Le mécanisme, je vous dis, c'est un mécanisme national de péréquation. Il s'appuyait sur des notions d'ensemble intercommunal composé d'un établissement public de coopération et son contributeur au FPIC, les ensembles des territoires ou les communes isolées dont le potentiel financier agrégé par habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel agrégé par habitant moyen constaté au niveau national. Donc vous voyez que c'est un calcul un peu compliqué. Concrètement, ce qu'on sait, c'est que nous, en fait, en Ille-et-Vilaine, pour vous faire simple, il n'y a que 2 territoires qui contribuent au FPIC. C'est en fait le pays de Château-Giron Communauté et la Côte d'Émeraude. Donc le pays de Château-Giron contribue quand même à hauteur de 737 190 €. Donc c'est pas une paille, c'est important. Donc aujourd'hui c'est à peu près stabilisé parce qu'on avait démarré à 200 000 je crois et puis on est monté progressivement à 737 000. Et vous voyez que par exemple il y a d'autres territoires autour de nous qui en fait eux reçoivent du FPIC parce qu'ils sont considérés effectivement comme moins riches. C'est pour ça qu'on relative toujours, quand les territoires vous disent oh, oui, vous avez du potentiel, oui, mais on leur dit avec la mécanique du SPIC, on en reverse à la caisse et finalement il y a une solidarité qui existe quand même. Parce que vous pouvez voir que on a des territoires comme Rennes Métropole par exemple qui aujourd'hui ne sont pas contributeurs au SPIC, qui eux reçoivent. Donc ils ne participent pas par exemple. Des chiffres qui peuvent poser un peu question par moment. Mais je vise personne, c'est un des faits comme ça. Mais de temps en temps, on rappelle que dans notre budget intercommunal, donc ça, c'est pris en compte. Donc demain, je vous l'ai dit, je pense que le pays de Château-Giron, depuis plusieurs années, on a essayé de maîtriser le fonctionnement et ça a permis, grâce à la maîtrise du fonctionnement, de financer de nouvelles compétences. Je vous ai parlé tout à l'heure de la GEMAPI. En fait, la GEMAPI, donc c'était pour la conquête des milieux aquatiques, pour vous donner un ordre d'idée. Alors, Evelyne connaissait mieux ça que moi, mais parce que le Vilaine Amont, je connaissais moins, mais on contribuait à hauteur de à peu près 1 € par habitant. Oui, peut-être même moins. Ouais, peut-être un peu moins. Le syndicat de la sèche, on contribuait à 1,30 €, encore moins. Donc en fait, quand on a fait le transfert au moment du transfert. Et là, la communauté de communes, maintenant, elle prend les différences. C'est-à-dire que là, on a une évolution parce qu'on est passé à plus de 2 € pour tout le monde. Et ce qui est clair, c'est qu'avec la nouvelle organisation, on va sans doute aller vers des cotisations qui vont monter à 4, 5, 6 ou 7 € par habitant. Donc, c'est plus du tout les mêmes budgets. Ça, c'est pris en compte par le budget communautaire. Donc, c'est tout le monde qui paye, hein, c'est pas le souci. Mais il faut savoir quand même que ça va finir par faire des sommes relativement importantes pour aller vers un sujet qui est important, qui est la reconquête de la qualité. Donc on a financé la GEMAPI, le transfert des zones d'activité. On a poursuivi la solidarité avec les communes sur l'urbanisme, puisque l'urbanisme, on a pris l'instruction du droit des sols. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de participation des communes sur l'instruction du droit du sol, alors qu'il y a certains territoires
qui font facturer tant à l'acte de permis de construire, là c'est la communauté de communes qui prend. La mutualisation des services informatiques, par exemple, je vous parlais tout à l'heure, c'est la communauté de communes qui prend. Le maintien des états des équipements, ça c'est logique, et mettre en place un programme pluriannuel d'investissement, c'est aussi dans les objectifs. Donc, vous voyez que pour l'instant, grâce, on va dire, à la bonne santé financière de notre Interco, l'Interco a pris un certain nombre de choses en compétence, mais n'a pas répercuté aux communes. Donc demain, il faudra répondre aux nouvelles réglementations obligatoires. On aura besoin de moyens humains pour les animer, c'est déjà fait. On a un technicien qui est arrivé là, dernièrement sur les notions d'assainissement. On avait des techniciens qui sont arrivés pour accompagner les habitants sur l'amélioration de l'habitat. Donc ça, c'est les derniers qui sont rentrés. Donc tout ça, c'est des agents qui viennent en plus travailler sur le territoire, qui sont pris en charge effectivement par le budget de l'Interco. Mais c'est la notion de la mutualisation. Et puis demain, il y aura des enjeux qui aussi demanderont des investissements supplémentaires en matière d'environnement, j'en ai parlé. Le transport, la mobilité, on le sait parfaitement sur ces sujets-là, on va avoir des impacts budgétaires forts parce que si on veut vraiment changer, bouger les lignes, il faudra aussi mettre la main au portefeuille. Et puis le développement de la fibre, c'est quand même, je vous le disais tout à l'heure, 500 000 € qu'on a programmé jusqu'à la fin du déploiement de la zone 3, c'est-à-dire en 2023 si tout va bien, ce qu'ils ont annoncé, je ne sais pas si on sera dans les temps, mais encore plusieurs années où on devra financer. Donc c'est vrai qu'on va construire un budget 2020, on a tenu compte, il y a des forces, il y a des faiblesses, hein, je vous laisse peut-être regarder, mais juste vous dire les forces. Alors, on peut dire que c'est la taille du territoire, parce qu'effectivement on a une agilité aujourd'hui. C'est vrai que le territoire, souvent on nous dit, quand on va dans des réunions régionales ou nationales, c'est un bonheur de travailler à 5 quand même si ça peut être aussi une fragilité. Mais ça nous permet une agilité, c'est-à-dire qu'effectivement, on a cette chose, on a une dynamique des bases, j'en ai parlé, on a des entreprises, on a des ménages, on a maîtrisé nos fonctionnements, on a une faible capacité de désendettement. Des opportunités, faible taux d'intérêt, c'est lié avec l'endettement. L'aménagement des zones d'activité permettant de disposer de nouvelles recettes fiscales aussi. On a encore la possibilité, serment, vous le savez bien. Mais on a des faiblesses, on a des augmentations réglementaires qui sont parfois difficiles à mettre en œuvre sur des petits territoires. Parce que quand on doit aller suivre les dossiers du STRADET, les dossiers de la CTAP, de la Brayscode, du SPASA, du SCOT, du Pays de Rennes, ça demande une ingénierie. Les élus, ça demande beaucoup de présence. Le RGPD, l'Open Data, vous voyez, c'est beaucoup de sujets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur des petits territoires, ça veut dire qu'à la fois nos services et les élus, on est quand même très mobilisés. Des menaces aussi, c'est la diminution des marges de manœuvre de fonctionnement, parce que malgré tout, on a une incertitude des dotations de l'État, parce qu'on voit bien que ça baisse, donc là-dessus, il ne faut pas rêver, ça ne va pas augmenter. Surtout avec la crise qu'on traverse. La réforme de la taxe d'habitation, bon, les impacts, on a un peu de mal à savoir comment ça va, même si on nous rassure en disant vous inquiétez pas. On a l'augmentation du coût d'entretien des équipements communautaires, parce que quand vous construisez des équipements, c'est relativement récent, mais je vous donnerai simplement que la piscine. Il faut savoir que la piscine, elle a 10 ans, et on voit bien qu'il y a des gros investissements qui vont être faits dessus. Hein, quand il faut changer des filtres à sable, c'est 13 000 € d'investissement, c'est des pompes, c'est des bassins inox, donc il y a quand même de l'entretien sur des sujets comme ça. Donc plus vous avez de bâtiments, plus vous avez d'entretien, donc ça impactera. Et puis l'augmentation à moyen terme, du coup, pour le pays de Château-Giron Communauté, du transfert de certaines compétences, je vous en ai parlé, de la GEMAPI tout à l'heure. On a une augmentation de l'endettement compte tenu du financement des équipements qui sont déjà inscrits au projet de territoire, on va en reparler. Et une diminution des disponibilités foncières, puisqu'on ne pourra pas, alors, même si sur Cerblon, on a encore de la réserve foncière, mais il y a un moment, voilà, on ne pourra pas non plus continuer inexorablement d'accueillir des entreprises, parce qu'il y a un moment où, voilà, ça se calmera, c'est évident. Et vous voyez qu'au regard de ces grands principes, vous voyez, les choses vont très vite. Sur le petit graphique, vous avez en bas 3,5 millions, c'est notre épargne nette, c'était notre épargne nette sur la période 2015-2018, les investissements 12 millions €, donc ça va très bien, mais vous voyez que simplement avec ce qu'on a d'engagé aujourd'hui, sans parler des nouveaux projets, simplement ce qu'il y a dans la machine, l'épargne nette va descendre à 1,2 million,
et on a des investissements qui vont monter à 24 millions d'euros. Ça, c'est avec ce qu'il y a d'inclus sur le projet de territoire. Et donc, du coup, on a un recours à l'emprunt qu'on n'avait pas, mais qu'on va devoir aussi solliciter, si on veut aller avec ce qu'il y a d'inscrit sur le projet de territoire. Donc voilà, ces petits graphiques-là, c'est pour vous dire que malgré tout, les choses peuvent aller effectivement très très vite et qu'il faut qu'on soit vigilant ensemble sur ces sujets-là. Voilà, donc je m'excuse, hein, ça fait beaucoup de chiffres et de données, mais ce que je vous invite, c'est effectivement à reprendre ça, moi qui ai quelques questions avant de parler des reversements concrets à Sermon. Voilà, Il y en a qui veulent intervenir maintenant et poser des questions maintenant. Je vais jusqu'au bout, et jusqu'au bout, si vous en avez, on va faire vite. Les reversements à Sermon, c'est ce qui est issu de la politique qui était en place, l'ancien projet de territoire. La dotation financière, donc on disait attribution de compensation DSC 319 000 euros, les subventions d'équipement 458 356 pour l'année 2019, donc fonds de concours thématique 271 000, le plan vélo, les fonds de concours libres, les fonds de concours spécifiques, hein, donc vous voyez c'est les subventions d'équipement, reversement indirect, donc ça c'est en fait tout ce qui n'est pas refacturé, donc vous voyez les cyberespaces, associations sportives, les emplois sportifs, les clubs de tennis, l'ADMR, le transport, l'animation, donc ça fait un montant de 44 000. L'instruction du droit des sols, je vous en parlais, donc ça c'est sur Sermon 64 permis de construire, 4 certificats d'urbanisme, 28 déclarations préalables, 4 permis d'aménager et 3 permis de démolir. Donc Sermon représente, vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée, 16,9% de l'activité du service de la communauté de communes. C'est une estimation de coût, mais qui représente environ 16 692 euros pour la commune de Sermon. Alors après, il y a des services dont on n'a pas parlé, mais vous savez qu'on a un service Handipass donc pour les transports des personnes à mobilité réduite. 5 utilisateurs réguliers pour Servon, donc il y a 474 trajets quand même. Alors ça, c'est un service qui est très sollicité au niveau de l'Interco, donc c'est plutôt, sans doute, ça correspond à une vraie demande, donc ça, je pense que c'est vraiment un service qu'on apporte aux personnes qui l'utilisent. Les minibus qui sont mis à disposition pour les associations, donc à Servon, c'est 39 jours, 15 frais. Et le transport collectif, parce qu'on a aussi des transports collectifs, 75 navettes, 1896 personnes. Je pense que c'est essentiellement les écoles, quand elles font des manifestations à l'échelle du territoire. C'est l'Interco qui prend en charge, pour aller à la piscine par exemple, les transports. Je pense que ça rentre là-dedans, dans ces chiffres-là. Je passe rapidement sur la gestion des déchets, parce que là, effectivement, la communauté de communes, vous savez qu'on travaille avec le SMICTOM, donc c'est un syndicat intercommunal sud-est de Rennes, d'Ille-et-Vilaine, pardon. Donc Melaine est vice-président au SMICTOM, c'est notre syndicat déchets, mais les déchets, c'est un vrai sujet aussi, donc qui demande beaucoup d'investissement. Sur le territoire, en fait, le flux financier passe par l'Interco, c'est pour ça que on a cette relation-là. Donc, vous savez, les déchetteries, alors, que ce soit Château-Giron ou Noyal, de toute façon, plus ça va, plus ça augmente dans les volumes collectés. Donc là aussi, il y a des vrais sujets à se poser sur la problématique des déchets, mais on ne va pas le faire ce soir, parce que là, on passerait peut-être un peu de temps. Fonds de concours, sur la période 2014-2019, vous voyez que c'est 1 228 859 euros pour Servon, et 2014-2019, 1 188 222. Ça, c'est ce qui a été, et il reste à verser, 4 320, donc c'est bien, c'est pas grand-chose. Mais... C'est pas les mêmes chiffres. Ah, vous n'avez pas les mêmes chiffres, alors là, il y a un bug. Je ne sais pas qui a les bons, alors, Hélène C'est à l'écran. C'est à l'écran du dernier, alors... mais On va confirmer. c'est tout ça pour dire que les montants sont quand même importants, c'était un peu l'idée de la diapo en dehors du chiffre, mais ça montre qu'effectivement le lien entre la commune et l'Interco est effectivement important. J'espère qu'on aura, je n'ai pas dit ça depuis le début quand même, mais je pense que c'est ce tableau qui a été fait.